Amis internautes, bonsoir. Alors pour la deuxième soirée consécutive, c'est moi que vous retrouvez en direct ce soir. Alors d'abord, je veux saluer évidemment nos modératrices, Sam Léo et Caroline Ruby, et les internautes qui nous suivent régulièrement et fidèlement. Alors ce soir, c'est une émission un peu spéciale. On avait décidé d'un échange entre vous et nous. En l'occurrence, je pense que vous avez des questions à poser, des choses à dire, des remarques à faire. Et comme il ne nous arrive jamais de dialoguer directement, j'ai pensé que ce serait un moyen ce soir pour nous de se dire ce qu'on a envie de se dire. Alors, comme je l'ai précisé, je suis réceptif à toute critique à partir du moment où elle est de bonne foi et elle est constructive. Alors, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Bertrand va arriver d'une minute à l'autre. Il était sur la route il y a moins d'une demi-heure. Il est près de Lourdes. Il va arriver chez lui et dès qu'il arrive, il va se connecter et je le ferai apparaître immédiatement. Alors je vais afficher déjà, voilà, beau commentaire. Est-ce que par hasard vous auriez des questions à me poser? Ben, il est là, Bertrand, il arrive. Voilà, il arrive là, à l'instant. Bonsoir. Et comme je t'ai dit, je finis mon trajet en voiture, donc je viens saluer tout le monde. Et puis peut-être on va dire de quoi on va parler, pourquoi il faut absolument rester pour la suite. Ben, on va parler évidemment d'un sujet qui nous tient à cœur sur TVADP. C'est la situation à Gaza et en Palestine plus particulièrement. Mais on a aussi proposé aux internautes un échange direct entre eux et nous, en l'occurrence, s'ils ont des questions à poser ou des remarques à faire, elles seront les bienvenues et autant toi que moi, eh bien, nous allons tenter d'y répondre, mon cher Bertrand. Et alors justement en parlant de ça et de ce qui se passe à Gaza, moi j'ai noté que depuis que Trump avait annoncé son plan de paix, la Hasbara a des moyens illimités pour redorer l'image d'Israël et pour inventer toute forme de choses abracadabrantes sur Gaza. Donc depuis quelques jours et depuis quelques semaines par exemple, il raconte qu'il y a des quartiers dans Gaza dans lesquels il y a des crêperies de luxe, des crêperies Nutella, des boîtes de nuit, des restaurants chics, des choses qui évidemment n'existent plus dans Gaza depuis très longtemps, mais qui ont réussi à troubler les outils d'intelligence artificielle. Parce que quand les comptes qui diffusent ce genre de fausses vidéos les mettent, évidemment, il y a beaucoup de gens qui les contestent et ils demandent à Grok « Qu'est-ce que tu en penses ?» Grok, c'est l'outil de X. Et il répond « Oui, dans ce quartier, tout semble indiquer qu'il y ait ce genre de restaurant. » Et donc, toi, tu creuses, tu poses des questions et tu découvres qu'en fait, ce sont les fact-checkers de France 24 qui disent, ils disent pas que ça existe, mais ils disent qu'ils ne savent pas prouver que ça n'existe pas. Et comme le doute profite aux images qui ont l'air fiables, etc., et donc tu dis à Grok, mais les comptes qui publient, est-ce qu'ils sont fiables? Il te dit non à 95%. France 24, est-ce qu'il dit que c'est vrai? Non, mais la formulation m'empêche de dire que c'est faux. Et en fait, quand tu sais qui est derrière France 24, donc c'est les outils français qui sont utilisés par tout le monde pour ces informations de Hasbara. Mais après, tu rentres sur des questions logiques. Tu dis à Grok, mais Grok, pour une boutique comme ça, avec autant de crépières, il faut plus d'électricité qu'il en rentre à Gaza. Et
où vont trouver 25 $ pour acheter une crêpe à Gaza, c'est délirant. Les gens, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'argent. Et pourquoi il y a des terminaux de paiement qui fonctionnent avec des cartes alors qu'ils réussissent à peine à envoyer des vidéos ou des photos pour être connectés au système. Et malgré tout ça, il continue à penser que oui, il est d'accord, on peut émettre des doutes, mais qu'en réalité, et là il reprend les phrases de la Hasbara, qu'il y a des gens très riches à Gaza, qu'il y a des zones qui ont été protégées, qu'Israël a laissé la vie être maintenue dans des conditions tout à fait normales, là où il n'y avait pas de terroristes, et il en conclut que donc c'est vrai. C'est-à-dire, tu lui démontres que c'est absurde, eh bien non, en fait, les logiciels d'intelligence artificielle, maintenant, les gens de la Hasbara, les armées, entre guillemets, qui sont là pour bouffer nos cerveaux, savent parfaitement manipuler les outils d'intelligence artificielle en créant des preuves. Donc ils créent des réseaux de personnes plus ou moins crédibles qui confirment les informations en même temps. En fait, ils noient et ils surpondèrent Internet de ces choses-là qui sont complètement folles. Et les logiciels d'intelligence artificielle, comme au milieu de ça, il y a France 24, puis il y a Reuters qui reprend France 24. Mais tu sais, en allégeant la formulation, donc France 24 mettait un petit peu de guillemets. Mais quand c'est repris par Reuters, ils enlèvent une partie des guillemets. Tu sais, c'est comme le téléphone arabe. Et à la fin, le dernier qui cite toujours France 24, mais au travers de Reuters, au travers de machin, bah c'est comme si c'était vrai. Et Grok ne peut pas aller contre ces logiciels. Et ça, c'est qu'un seul exemple. Et tu sais, l'autre exemple, c'est qui est aberrant, enfin moi qui m'a choqué au cours des 24 dernières heures, c'est Trump dit il faut qu'ils rendent les armes, petit 1, mais il dit aussi il faut qu'ils arrêtent de tuer les milices sponsorisées par Israël. C'est ça. Et donc en fait, il faut que les gens du Hamas, qui sont censés avoir des sous-conduits, de ceci, de cela, en fait, acceptent de mourir sans armes face à des milices qui, elles, bizarrement, ont le droit d'avoir des armes. Mais elles ont le droit d'avoir des armes, mais elles n'ont pas le droit de rentrer en Israël. Donc en fait, tu sais, c'est comme la série, le film de John Carpenter, New York 1997. En fait, Gaza, c'est une prison à ciel ouvert dans laquelle ils envoient des gens dont le rôle, c'est d'en tuer d'autres, d'en sortir d'autres, mais surtout de créer sans cesse des fausses informations. Puisque maintenant, le génocide, par l'accord de paix de Trump, qui a été signé par beaucoup de partis, en principe, plus personne n'a le droit d'enquêter sur le génocide. Tu sais, c'est un peu comme après l'apartheid. Ok, il s'est passé beaucoup de choses horribles, mais pour tourner la page, il faut qu'on oublie tout. Oui, oui. C'est un moyen, effectivement, de faire passer le génocide au second plan et puis de faire comme si rien ne s'était passé. Mais je te confirme quand même que la Cour pénale internationale a refusé de mettre un terme aux poursuites qui visent Netanyahou et Galland. Oui, mais je ne pense pas que l'Afrique du Sud va lâcher l'affaire à la Cour internationale de justice. Mais dans l'imaginaire des gens, toi, tu as beaucoup parlé de Gaza. Moi, j'ai beaucoup parlé de Gaza. Mais il y a beaucoup de gens dans les médias résistants et évidemment dans les autres médias qui n'en ont jamais parlé. Et ils sont trop heureux de cette situation. Ils disent, mais arrêtez de parler de ça, vous allez empêcher la paix, vous mettez des mauvaises ondes, vous créez une mauvaise ambiance, vous devriez tous trouver que ce que Trump fait est fantastique, etc. etc. Alors qu'en réalité, nulle part c'est fantastique. Quand tu regardes tout ce que fait Trump, c'est pour continuer à servir tous les pays, y compris l'Europe, sauf Israël. Tout ça, c'est
au service ultime d'Israël. Parce que les discours de Trump à la Knesset, je ne sais pas si vous avez écouté, mais c'était surréaliste. Trump à la Knesset était tout fier d'expliquer que Jared Kushner et sa fille qui étaient dans la Knesset, Jared Kushner avait convaincu sa fille de changer de religion. Et lui trouvait ça génial. C'est à peine s'il ne concluait pas en disant finalement je vais faire pareil. On apprend aussi que toutes les déclarations que Trump fait sont en train d'enrichir ses fils, que ce soit Baron Trump ou ses autres fils, avec des délits d'initiés sur le Bitcoin. Et comme le Bitcoin, c'est pas une monnaie, c'est pas un instrument standard, les délits d'initiés sont pas sanctionnés, ni sanctionnables. Donc on nage. En fait, il est vraiment devenu le parrain de la mafia qu'on peut appeler khazar, sioniste, comme on veut. Mais il fait tellement peur à tout le monde. Il annonce des tomahawks pour l'Ukraine. Il annonce que le feu va retomber sur Gaza. Il a fait marche arrière sur les tomahawks. Oui, parce qu'il a eu Poutine au téléphone. Parce que depuis son discours de Valdaï, il y a 15 jours, je pense que les experts de Trump lui ont dit là on est allé trop loin, le message de Poutine est devenu clair. Poutine maintenant il a annoncé à Valdaï, il n'est plus là pour entre guillemets les citoyens russes et la Russie, c'est aller trop loin. Il a vraiment dit, avant il disait la guerre est entre le bien et le mal, mais maintenant il dit que la Russie va devoir se positionner sur toutes ces questions. Attends, tu permets, je fais juste une parenthèse. Je réponds à un internaute qui dit que Poutine a également ses Lubavitch. Alors Poutine a peut-être lui aussi ses Lubavitch, mais vous constatez que ça ne l'empêche pas de fournir des missiles à l'Iran. Donc les Lubavitch qui entourent Poutine semblent beaucoup moins efficaces que ceux qui entourent Trump. Mais en plus, je vais donner un exemple. On a tous, ceux qui sont un peu sensibles, été particulièrement choqués par ce qui s'est passé en Syrie à la fin de l'année dernière et le renversement ultra rapide de Bachar al-Assad avec la complicité évidemment des États-Unis, de la Turquie et en chef de file Israël, et avec des terroristes extrêmement bien équipés, bien préparés, et la France et l'Angleterre en sous-main pour faire tout le travail de sape vis-à-vis des chefs de clan, vis-à-vis des chefs militaires, etc., en utilisant pour les Anglais le MI6 et pour les Français les centaines de milliers de Syriens expatriés, comme ils ont essayé de faire avec l'Iran, vraiment pour que les gens rendent des armes et ne participent pas à la défense de leur pays. Eh bien, Poutine, il a eu une grande sagesse, puisque l'Iran n'était pas capable de faire quoi que ce soit. Il a protégé autant que possible dans ses bases militaires les Alaouites et autres qui étaient pourchassés, parce que tous les jours, il y a des massacres qui continuent. Mais il a attendu que, à l'intérieur de la Syrie, les Syriens réalisent ce qui s'était passé. C'est-à-dire, on leur avait fait miroiter le bonheur, des milliards, la liberté, etc., etc. Ils se rendent compte que c'est très différent, qu'Israël est en train de grignoter leur pays, qu'Israël est en train de prendre possession de l'eau, de plateau du Golan, que Trump d'ailleurs a annoncé à la Knesset qu'il leur avait donné, que ça avait coûté que 100 millions à Adelson, Myriam Adelson, la veuve du milliardaire juif américain qui a 60 milliards de dollars en cash à la banque. Tu imagines tous les gens qu'elle peut payer. Eh bien, Jolani était il y a 3 jours, je crois, à Moscou, et il a demandé aux Russes de voir comment ils pourraient revenir en Iran, pas en Iran, en Syrie,
pour empêcher le démembrement de la Syrie et finalement maintenir le pays tel qu'il était quand ils l'ont soi-disant reconquis. Donc les Russes sont pas forcément, tu vois, par rapport au Lubavitch, il a accepté de serrer la main d'un terroriste, mais parce que il a un plan qui dépasse l'image. Donc si on regarde Poutine par rapport à des images avec des Lubavitch ou des terroristes, évidemment on se dit merde, il est acheté, il est vendu, il est ceci, il est cela. Mais si on se dit, en réalité non, il est en train de sauver la Syrie et vis-à-vis des Lubavitch, il leur fait comprendre très clairement que la Russie, c'est la Sainte Russie, et que lui, il est président d'un pays orthodoxe et qu'il est hors de question que son pays soit au service d'Israël. Parce que Poutine, il a cette manière de dire les choses avec beaucoup de diplomatie et énormément de fermeté. Alors, il est comme Kennedy, hein, il a forcément un viseur qui est désespérément à essayer de lui tirer dessus. Pour l'instant, il a échappé. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller en Hongrie ? Moi, je ne sais pas comment il va y aller. Parce que pour y aller en avion, il faut passer par l'Ukraine ou la Roumanie. Ou, tu vois, tu n'as pas 36 manières d'accéder à la Hongrie. Après, il peut essayer de passer par les Balkans, mais ça fait un vol un peu bizarre. Et avec tous les missiles et les avions qu'il y a dans ces pays-là, franchement, on est dans une époque de prophétie. Hein. J'ai quelqu'un qui me renvoyait les prophéties d'Aloïs Ilmeyer. C'est dingue ce qu'elle a pu dire en 1980, où elle parlait déjà d'une réunion de paix à Budapest et que ça déclenchait un effet domino vers la Troisième Guerre mondiale, mais la Troisième Guerre mondiale chaude. Et donc on revient toujours à l'eschatologie en fait. On a des gens qui tu vois, ils peuvent pas ignorer qu'il est censé avoir dans une prophétie très connue une réunion à Budapest. Enfin, tu sais, c'est comme les vaches rouges, c'est comme les lunes rouges. Soit ils s'amusent avec nous, soit vraiment le diable et Dieu sont dans un combat et nous, on ne mesure pas l'ampleur du combat et le rôle qu'on a. Tu sais, c'est pour ça que je marche en ce moment, c'est pour ça que je ne suis pas dans des bonnes conditions pour l'instant. Et il semblerait que ça tienne. Oui. Encore une fois, je suis désolé je suis voilà, souvent très mal loti. C'est pas grave, on va s'adapter. Mais alors, est-ce que tu penses que avant de te poser la question, je veux faire une mise au point à mes amis lecteurs de Réseau International qui ont commenté l'émission d'hier soir avec Jean-Michel Vernochet. Le titre, attends, je te coupe ton micro parce qu'on a un bruit d'enfer, Bertrand. Oui, ok. Oui, dans l'émission d'hier soir avec Jean-Michel Vernochet, le titre c'était Pax Americana, la paix par la force. Alors ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots qu'a utilisé Trump pour expliquer ce qu'il voulait faire à Gaza. Mais en cela, il a repris en réalité le concept développé par Netanyahou. C'est Netanyahou le premier qui parle d'imposer la paix par la force, comme si on pouvait imposer la paix par la force et la violence. Le seul moyen d'imposer une paix, c'est la justice, c'est le respect du droit international, c'est le respect des résolutions de l'ONU, c'est redonner aux Palestiniens leurs droits légitimes. Tout le reste n'est que spéculation. Et on ne peut pas imaginer un seul instant que cette manière de procéder va donner des résultats. Le Hamas, par exemple, refuse de se laisser désarmer. Et il a raison. Alors, en ce qui concerne le Hamas, j'ai envie de faire une petite mise au point parce que je suis fatigué. Mais vraiment,
Fatigué, c'est un mot poli pour dire ce que je ressens. Je n'en peux plus d'entendre les gens, les pro-génocidaires déclarer que le Hamas, c'est le diable, le Hamas, ce sont des terroristes. Il faut savoir que 147 pays reconnaissent le Hamas comme un mouvement politique démocratiquement élu et que seule une poignée de pays qui sont sous influence sioniste décrivent le Hamas comme un mouvement terroriste. Mais les pays qui décrivent le Hamas comme un mouvement terroriste sont les États-Unis, où vous connaissez tous l'influence du lobby sioniste, le Royaume-Uni, où ils sont aussi puissants qu'aux États-Unis, et la France, qui est malheureusement logée à la même enseigne. Vous voyez bien sur vos plateaux de télévision ou dans la presse, vous avez toujours les mêmes donneurs de leçons, les mêmes comment dirais-je, les préparateurs de pensée, les Einthoven, les Caroline Yadan, les Caroline Fourest, toute la crème sioniste a droit à une présence permanente sur les plateaux de télévision. On n'entend pas beaucoup les Palestiniens, et depuis 2 ans, on les a pas du tout entendus, et s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux pour nous montrer la réalité de ce qu'ils vivent, probablement que nos médias auraient continué à dire oui, à cause du Hamas, c'est à cause du Hamas, c'est un mouvement terroriste, est-ce que vous condamnez le Hamas? Le droit à résister à l'occupation est un droit légitime inscrit dans la charte de l'ONU. Le Hamas est un mouvement politique qui a été démocratiquement élu. Et personne ne peut nier, puisque ces élections se sont déroulées sous supervision internationale. Mais vous savez comment sont les sionistes, ils pensent qu'en répétant un mensonge 1000 fois, il finira par devenir une vérité. Alors moi, je ne sais pas si le mouvement Hamas est terroriste ou pas. Ce que je sais, c'est que le droit à résister à l'occupation est un droit légitime inscrit dans la charte des Nations Unies. Alors qu'on arrête de parler du Hamas en permanence comme si c'était le diable, parce que n'importe quel autre peuple, à la place des Palestiniens, n'aurait pas patienté 77 ans avant de réagir un peu brutalement. Parce que ça fait 77 ans que les Palestiniens vivent des 7 octobre toutes les semaines. J'écoutais, j'en ai parlé hier soir dans l'émission avec Jean-Michel Bernochet, j'ai écouté une interview que Marwan Barghouti avait donnée à la télévision italienne. Et l'animateur de cette émission est, paraît-il, quelqu'un de gauche. Mais il faut que vous sachiez qu'en Italie, ils ne sont que 23 000. Hein. Nous, on en a 650 000. En Italie, ils ne sont que 23 000. Mais la star du JT est un membre du peuple élu. Comment elle s'appelait l'Italie aussi a sa Anne Sinclair qui est là pour donner l'illusion que on vit dans une démocratie, qu'il y a un débat démocratique, que l'on discute, que tout se déroule parfaitement bien. Mais en réalité, son travail consiste toujours à orienter la réflexion collective en faveur d'Israël. Et cet animateur qui recevait Marwan Barghouti a fini par être, c'était juste avant son arrestation, hein, a fini par utiliser les mêmes clichés, les mêmes mots-clés que les journalistes aujourd'hui. Condamnez-vous le Hamas, condamnez-vous le 7 octobre. Alors, Marwan Barghouti, à qui on a reproché d'avoir refusé la générosité d'Israël au moment des accords d'Oslo,
a expliqué gentiment que malgré le fait qu'ils étaient en train de négocier ces fameux accords d'Oslo, les Israéliens continuaient malgré tout à développer des colonies, des constructions dans les territoires occupés. Et qu'après l'assassinat de Yitzhak Rabin, c'est Ehud Barak qui a pris le relais et qui a considéré que ce qu'avait accordé Ehud Barak, Yitzhak Rabin, était trop généreux et que Israël, finalement, sous sa direction, Ehud Barak, le serait beaucoup moins. Et donc, ils sont revenus sur tout un tas de points sur lesquels Rabin s'était engagé. Je le dis et je l'écris depuis des années, la signature d'Israël ne vaut pas un clou, sa parole ne vaut pas un clou, ses engagements ne valent rien, il les a tous rompus, il n'a jamais rien respecté, on ne peut pas faire la paix avec un État voyou. Et Israël est un État voyou, parce que Marwan Barghouti l'a précisé, Israël a été condamné par le Conseil de sécurité de l'ONU par 365 résolutions. Et l'Assemblée générale de l'ONU a voté 1200 résolutions contre Israël. Est-ce que vous avez vu Israël en respecter une seule? Alors c'est vrai que Smotrich dit que le droit international ne s'applique pas à Israël. C'est la différence entre un peuple élu et tous les autres. Tous les autres, c'est-à-dire nous, en l'occurrence. Donc le droit international s'impose à chacun d'entre nous, mais pas à Israël, pas à son gouvernement, pas à son peuple. Combien de temps va pouvoir tolérer parmi nous un État suprémaciste, génocidaire, condamné par 365 résolutions de l'ONU? Combien de temps encore on va nous faire croire que ce pays est une démocratie, la seule démocratie, paraît-il, du Moyen-Orient? Effectivement, la seule démocratie génocidaire connue à ce jour. Combien de temps on va nous prendre pour des imbéciles en nous faisant croire qu'une armée qui fait la guerre à des populations civiles est l'armée la plus morale du monde? Combien de temps on va nous faire croire que l'Amérique est un arbitre impartial quand on sait que 365 membres du Congrès sur 435 sont financés par les PAC? Combien de temps on va continuer à croire que l'Amérique est le pays de la liberté et du droit international quand on sait que dans ce pays, on peut acheter des députés, on peut acheter des sénateurs? Le système américain est génialement conçu pour la corruption. Et ceux qui l'ont mis en place l'ont parfaitement compris. Et d'ailleurs, ils en tirent un profit énorme, puisqu'il suffit à Madame Adelson de donner 100 millions de dollars à Trump pour que Trump avalise le fait qu'Israël occupe le Golan et l'annexe. Est-ce qu'à un moment, on va ouvrir les yeux? Combien de temps on va pouvoir supporter ce deux poids, deux mesures en France? Combien de temps on va pouvoir supporter cette diabolisation des musulmans, de l'islam, pour essayer de faire passer la cruauté et la bestialité des Israéliens au second plan? Il va falloir, à un moment, comme dit Alain Soral, qu'on mette les pieds dans le plat, parce qu'on ne va pas pouvoir se contenter de faire des constats ou de trembler à chaque accusation d'antisémitisme sous prétexte que nous ne pouvons pas critiquer le gouvernement israélien, parce que si nous le faisons, nous sommes du côté des terroristes et donc des antisémites. Il faut qu'on arrête de se laisser prendre pour des cons. Je te laisse réagir, mon cher Bertrand. Ah non, mais moi j'ai écouté avec passion, parce que tu as presque tout dit, mais la liste, elle est grande comme une encyclopédie universaliste. Parce que
en ce moment, on parle un peu de l'Argentine. Alors, je te rappelle que toutes les mêmes personnes qui appellent le C'est Hamas pas le seul terroriste. conflit dans le monde, Kingdom, c'est pas le seul conflit dans le monde, peut-être, mais c'est le seul conflit qui dure depuis 77 ans. Non, non, mais ce que je voulais dire par rapport à l'Argentine, c'est qu'ils ont un président qui s'est mis dans le sillage complètement des sionistes, donc des Israéliens et des Américains, et tout le monde nous disait ça marche formidablement bien. Et en fait, c'est une catastrophe, puisque comme partout, en fait, les gens fragiles payent et souffrent, mais les Américains sont prêts à donner des milliards sous réserve que le peuple vote bien. On a eu la même chose en Roumanie, on a eu la même chose en Moldavie, on va vraisemblablement avoir la même chose au Venezuela, mais à chaque fois, en fait, tu as les mêmes personnes qui tirent les ficelles pour les mêmes intérêts. Parce qu'en fait, Trump, tout ça, il n'arrête pas de dire on veut plus faire de régime change, on veut plus. Et puis finalement, il rencontre Myriam Adelson, il rencontre les députés EPAC, il rencontre et d'un seul coup, il change d'avis. Pendant sa campagne, une des raisons pour lesquelles moi j'ai recommencé à croire en lui, c'est parce qu'il y avait Ron Paul, c'est parce qu'il y avait le député Massy, c'est parce qu'il y avait tous ceux qui avaient eu le courage au fil du temps, Tucker Carlson, etc., d'avoir des positions au moins mesurées sur l'État d'Israël. Et tous ces gens-là, il les a mis près de lui, dans son premier cercle. Aujourd'hui, pour les élections de mi-terme, Trump vient d'annoncer qu'il ferait tout pour aider un candidat à faire battre le congressman Massey, qui est un des très très rares au Congrès américain à n'avoir reçu aucun financement de l'EPAC, comme Marjorie Taylor Greene. Pareil, il veut la faire battre. Et bientôt, ce sera pareil pour le sénateur Ron Paul. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une unanimité sur un seul sujet. Et celui qui le disait le mieux, c'était Ted Cruz. Et Ted Cruz, il racontait qu'il avait été élu sénateur pour que chaque matin, en prenant ses décisions, il puisse penser à comment servir l'intérêt d'Israël. Mais il le disait chez Tucker Carlson, sans aucune gêne, sans aucune honte. Il est sénateur des États-Unis et il explique que son rôle en tant que sénateur, c'est de servir Israël. Et tu disais quelque chose sur terroriste. Mais tu sais, pour Hamas égale terroriste, ils nous ont fait la même chose pour le Covid. Protège des formes graves. Ils nous font la même chose à chaque fois. Ils créent un angle et ils t'obligent à accepter ça. Mais tu n'as pas évoqué que Netanyahou, des dizaines de fois, il a été surpris engueulant des gens en disant arrêtez de vouloir rendre la vie du Hamas difficile parce que ce sont ceux qui vont nous être les plus utiles. On sait bien que le 7 octobre, c'est pas possible sans pas mal de complicité. Mais moi, je voudrais parler d'une jeune fille aujourd'hui, dont j'ai parlé récemment dans une de mes lettres, une palestinienne. Elle s'appelle Hind Rajab. Hind, c'est son prénom. Rajab, c'est son nom de famille. Cette jeune fille, elle était dans une voiture à Gaza avec ses parents. Ils ont tous été tués par un char, 350 balles. Pendant 3 heures, elle était encore en ligne au téléphone avec des secouristes en leur demandant de ne pas l'abandonner, de venir. Les secouristes sont venus, ils ont été tués alors qu'ils avaient prévenu l'armée israélienne qui venait pour secourir une petite fille qui était dans les décombres d'une voiture. Eh bien, tous les médias français, tous les médias de la plupart des pays contrôlés par, le plus souvent par des milliardaires très engagés sur ces questions-là, ont dit non, l'armée israélienne, le gouvernement israélien nous disent qu'il n'avait pas de tanks ni de patrouilles dans cette zone-là. Il a fallu 15 jours pour que le New York Times, même le Washington Post, etc., prouvent que c'était absolument faux. Évidemment, Israël connaît la position de tous ces chars au mètre près.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont trouvé le corps, évidemment, de la jeune fille dans la voiture, qui était morte, mais ils ont également retrouvé enterrés les ambulances et les secouristes qui avaient été enterrés par l'armée israélienne avec l'ambulance. Eh bien, quand la vérité est apparue, il y a eu des articles, mais qui n'ont fait aucun bruit. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où l'événement passe, il y a une violence terrible pour dire attention, vous savez pas, c'était peut-être des tirs du Hamas qui se sont trompés, qui ont tiré, et puis le Hamas est connu pour faire ce genre de bévues, etc. Donc au moment, mais quand la vérité apparaît, en réalité, tout le monde continue à s'en foutre royalement. Et c'est ça qu'on oublie. Et des exemples comme Inde, Hijab, il y en a plein. Bertrand, juste un instant, parce qu'il y a eu une coupure Internet, donc je relance les machines. Ah bah voilà, on a été coupé quand on parle d'Inde Hijab. Ouais, c'est un très très gros sujet. Oui. Bon, pardonnez-nous, amis internautes, hein, une coupure Internet, c'est indépendant de notre volonté. Alors, si vous êtes toujours là, on continue. Vous n'avez pas eu un accident, non? Non, il y a sans doute c'est un poteau, derrière. Mais au niveau du pare-choc. Ah, d'accord. Est-ce que je peux t'abandonner 5 minutes et revenir dans 5 minutes le temps Oui, vas-y, mais dépêche-toi. À tout à l'heure. Ouais. Donc, bon, je ne sais pas si vous avez subi la coupure ou si vous avez pu continuer à suivre Bertrand. Moi, je n'avais plus rien. Donc là, ça s'est rétabli. Sam, il n'y a pas eu de problème? Caroline, est-ce que vous pouvez me dire si ça fonctionne, s'il y a eu une coupure ou non? Pas de coupure? Bon, ben, formidable. Donc, en fait, j'ai disparu de l'écran et vous aviez Bertrand qui a pu continuer, c'est ça? Bon, ben, formidable. Alors, en attendant que Bertrand revienne, j'avais sélectionné un article de Réseau International qui est dans la continuité de ce que nous avons dit hier soir avec Jean-Michel Bernochet, Gaza, le plan Trump, une paix par la force sous l'ombre du sionisme chrétien. Finalement, le sionisme chrétien a bon dos. Il faut que vous sachiez que en privé, Netanyahou appelle les chrétiens sionistes les crétins sionistes. C'est dire l'estime qu'il a pour eux. Alors, c'est un article de Mounir Kilani qui a attiré mon attention, et si vous voulez bien, je vais vous en faire la lecture. Il n'est pas très long, mais il dit quand même les choses qui doivent être dites. Alors, sous couvert d'un plan de paix, Donald Trump tisse une stratégie d'influence où se mêlent intérêts électoraux, alliances évangéliques et calculs géopolitiques. Derrière la trêve de Gaza se joue peut-être bien plus qu'un cessez-le-feu, une recomposition du Moyen-Orient sous tutelle idéologique. Le plan Trump du 9 octobre, le plan Trump entre guillemets, du 9 octobre 2025 instaure une trêve précaire à Gaza, prévoyant la libération d'otages, l'acheminement de l'aide humanitaire et un retrait partiel de l'armée israélienne. Mais ce château de sable résistera-t-il aux tempêtes? Miné par l'influence des donateurs sionistes, les manœuvres de Trump pour sauver Netanyahou et les provocations de Sharm el-Sheikh, ce plan hanté par les échecs d'Oslo et de 2014, risque de n'être qu'un énième mirage géopolitique. Au-delà de ces fragilités, une analyse approfondie s'impose.
Pour en évaluer les chances de succès ou les risques d'échec, il convient d'examiner cette initiative à l'aune des dynamiques régionales, des perspectives de chaque acteur et des principes intangibles du droit international. Après 2 ans de guerre dévastatrice, plus de 67 000 morts. Alors, bon, on fait une fixette sur ces 67 000 morts, mais vous verrez que lorsqu'on pourra faire un décompte réel du nombre de morts palestiniens, on sera bien au-delà de 200 000. Mais bon, reprenons ces chiffres. Plus de 67 000 morts palestiniens, des dizaines de milliers de blessés, une Gaza en ruine, le plan en 20 points de Trump, annoncé fin septembre, promet la création d'une zone déradicalisée et sans terrorisme. Comprenez, une zone où il n'y a pas de résistance, où les gens vont devoir courber le dos. Ça, c'est dans le rêve de Trump, parce que les Palestiniens nous ont montré qu'ils ne sont pas du genre à courber le dos. Ils ont donné une leçon de courage au monde entier. La phase 1, effective depuis le 10 octobre, comprend la libération des otages israéliens vivants, dont 20 le 13 octobre, ainsi que des dépouilles. Alors je ne sais pas, je fais une parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu les otages, comme ils les appellent, parce que si les Israéliens, qui sont tous des militaires, sont des otages, alors que sont les civils qui ont été arrêtés par l'armée israélienne? Vous avez vu que les otages israéliens, malgré la famine qui est imposée à Gaza, ont l'air plutôt en bonne forme. Ils ne semblent pas avoir perdu du poids. J'ai montré hier soir une photo d'un soldat israélien au moment de son arrestation et au moment de sa libération. Ben, il avait l'air en grande forme. J'ai montré aussi une photo d'un enseignant, d'un professeur palestinien au moment de son arrestation, et puis une photo de lui au moment de sa libération. Je peux vous dire que cet homme a été torturé. Il a tous les stigmates de la torture sur le corps et sur le visage. Donc la seule démocratie du Moyen-Orient se comporte comme la pire des dictatures. Alors, on continue. Un retrait partiel de l'armée israélienne. Attendez, l'échange de 2000 prisonniers palestiniens, dont 250 condamnés à perpétuité, ainsi que tous les enfants et les femmes. Alors, il faut savoir que les condamnés à perpétuité, il y a Marwan Barghouti dedans, et il pourrait être l'héritier de Yasser Arafat, probablement celui qui a le plus de légitimité à reprendre le flambeau de la lutte palestinienne. Mais Marwan Barghouti ne fera pas partie des libérables, malheureusement. Alors, un retrait partiel de l'armée israélienne, 53% de Gaza restant occupé. Une aide humanitaire sans restriction et la réouverture du poste frontière de Rafah. Vous avez tous vu les images. L'aide passe au compte-gouttes. Alors, attendez, parce que j'ai Bertrand qui est installé, qui est arrivé. Alors, si tu permets, Bertrand, je termine la lecture de l'article de Réseau International et puis on reprend ensemble après. Ouvre la bouteille. La mise en place d'un Board of Peace présidé par Trump, supervisant le processus avec un comité transitoire de technocrates palestiniens pour l'administration intérimaire de Gaza. Le déploiement prévu d'une force de sécurité arabe internationale sous l'égide de l'ONU, assortie d'une amnistie pour les membres du Hamas optant pour la paix ou l'exil, et d'un programme de reconstruction sans expulsion forcée. Alors,
La présence d'une force de sécurité arabe internationale, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je me demande pourquoi on l'a pas fait avant. Dans toutes les situations similaires, on a envoyé des casques bleus, des soldats de la paix. En Palestine, ça n'a jamais été possible parce que coupe ton micro, Bertrand, s'il te plaît. Ça n'a jamais été possible parce qu'Israël s'y est toujours opposé. Alors là, je ne sais pas comment Trump réussit à faire avaler cette pilule amère à Netanyahou. Si c'est une mauvaise nouvelle pour lui, nous ne pouvons que nous réjouir parce que pour les Palestiniens, la présence d'une force de sécurité arabe, c'est plutôt rassurant. Un sommet arabe tenu le 13 octobre a accéléré le lancement de la phase 2 qui prévoit un retrait total israélien, le déploiement des forces arabes et des négociations sur la gouvernance. Trump, qui rêvait du Nobel, s'est vu offrir une consolation égyptienne, l'ordre du Nil, pour une trêve aussi précaire que symbolique. La récompense fleuve pour une paix qui ne coule pas encore de source. Malgré ces avancées, les failles du plan demeurent béantes. Le désarmement du Hamas reste flou. Israël bloque partiellement le passage de Rafah et les tensions internes menacent sa pérennité. Le rejet du désarmement par le Hamas et les critiques de l'autorité palestinienne sur l'absence de garantie pour une souveraineté pleine soulignent l'ampleur des défis. Franchement, le plan de paix de Trump est une arnaque. Je ne connais pas un seul être humain rationnel capable d'accepter une arnaque pareille. Alors pour bien comprendre cette stratégie, il convient d'examiner un levier d'influence puissant mais peu médiatisé. L'alliance entre les évangéliques américains et les sionistes. Fort de 62 millions de membres, les évangéliques constituent un socle électoral clé pour Donald Trump. Leur soutien à Israël, fondé sur une lecture littérale de la Bible, perçoit dans l'État hébreu l'accomplissement de prophéties apocalyptiques où le retour des Juifs en terre promise annoncerait la fin des temps. Des figures comme John Hagee ou Mike Pompeo défendent ainsi un grand Israël, incluant la Cisjordanie, qu'ils nomment Terre Sainte. Cette alliance, loin de faire l'unanimité, provoque de vives résistances. Sa vision est contestée par des voix israéliennes, notamment au sein de l'opposition à la Knesset, ainsi que par des analystes palestiniens. Ces critiques dénoncent une ingérence nuisible au processus de paix et appellent à une approche respectueuse du droit international. Ben oui, ça nous changerait un peu. Cette opposition repose sur un paradoxe juridique ignoré par le plan Trump. La Palestine, reconnue par une majorité d'États et dotée du statut d'observateur à l'ONU, dispose du droit inhérent à la légitime défense. La paix par la force, promue par Washington, entre ainsi en conflit direct avec le droit international, opposant la logique unilatérale de la force à celle du droit. Les résolutions de l'ONU, notamment les résolutions 242, qui datent de 1967, exigeant le retrait israélien des territoires occupés, et 2334, qui date de 2016, condamnant la colonisation, illustrent cette tension et rappellent la nécessité d'une solution négociée. L'influence évangélique trouve ses racines au XIXe siècle. Dans Occident et Islam, Youssef Indy rappelle que ce sionisme chrétien, incarné par William Blackstone, précéderait le sionisme juif de Herzl. Cette mouvance trouve un écho contemporain en Myriam Adelson, donatrice majeure de Trump, 100 millions de dollars en 2024.
Vous vous rendez compte, dans ce pays, en Amérique, on peut acheter un président. Il suffit juste d'y mettre le prix. Et visiblement, Myriam Adelson, qui possède 60 milliards de dollars sur son compte, peut offrir un pourboire de 100 millions de dollars à Donald Trump et en échange obtenir l'annexion de la Cisjordanie et du Golan. Celle que Trump décrit comme aimant Israël, peut-être même plus que l'Amérique. Pas peut-être même plus, sûrement plus que l'Amérique, aurait joué un rôle clé dans la libération des otages. Une influence si directe ne manque pas de susciter la controverse. Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs dénoncent une diplomatie biaisée, tandis que l'opposition israélienne réclame une prise en compte des aspirations palestiniennes. Au-delà de la polémique, cette situation révèle une inquiétante privatisation de la diplomatie. Les Adelson, piliers du lobby pro-israélien, ont pesé sur des décisions majeures. Transfert de l'ambassade à Jérusalem, 2018. Reconnaissance du Golan israélien, 2019. Sur les réseaux, nombreuses sont les voix qui dénoncent un gouvernement par donateur, accusant Trump de sacrifier l'équité au profit d'intérêts privés. Trump a un problème, il aime trop l'argent. Les tensions entre Trump et Netanyahou révèlent un double jeu. Sous la pression de sa coalition ultranationaliste, le Premier ministre israélien maintient une présence militaire à Gaza et restreint l'accès à Rafah, contredisant l'esprit de l'accord, tandis qu'il insiste sur la nécessité d'écraser le Hamas. Le plan prône plutôt la déradicalisation. J'adore. De son côté, Trump présente une victoire à sa base évangélique, mais ces délais stricts semblent davantage dictés par des impératifs électoraux que par une réelle stratégie. Ben oui, au mi-terme, les Américains auront ouvert les yeux, ils se seront rendus compte que Trump les a menés en bateau, qu'il a menti, comme tous ses prédécesseurs, et qu'en l'occurrence, il risque de se retrouver avec une opposition un peu plus solide que celle qu'il a aujourd'hui à la Chambre des représentants et au Sénat. Cette ambiguïté se reflète dans les positions divergentes des autres acteurs. Tandis que le Hamas et les factions qui lui sont affiliées rejettent catégoriquement toute perspective de désarmement, l'autorité palestinienne, gardienne autoproclamée de la légitimité nationale, mais discréditée pour avoir présidé justement à l'échec des accords d'Oslo, j'adore la manière dont on retourne les choses, dénonce avec une certaine audace l'absence de garantie pour une souveraineté pleine et entière. Il fallait oser. Celle qui a cautionné des processus ayant conduit à l'expansion coloniale s'érige aujourd'hui en garante de l'intégrité territoriale. La duplicité a trouvé son point d'orgue dans une ingérence aussi spectaculaire qu'inédite. Lors de son discours à la Knesset, Trump s'est mué en avocat improvisé, exhortant avec un sans-gêne remarquable le président Herzog à gracier Netanyahou, pourtant poursuivi pour corruption. Sa déclaration « cigares et champagne, qui s'en soucie ?» Ben oui, c'est pas grave que le Premier ministre d'Israël soit corrompu. Il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Ça nous permet quand même de mesurer le niveau de moralité de tous ces gens. A provoqué un curieux mélange d'applaudissements nourris et d'indignation prévisible. L'ancien Premier ministre Ehud Olmert, qui connaît peut-être trop bien les rouages du pouvoir pour en sourire, n'a pas mâché ses mots, qualifiant la scène de scandale, un mot qui, dans la bouche d'un D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, tous les premiers ministres et même les présidents israéliens font tous un séjour en prison
Je me souviens d'un président qui a été mis en prison pour des histoires de viol, d'autres pour des histoires de corruption. Je ne vois pas pourquoi Netanyahou serait une exception à la règle. L'ancien Premier ministre, donc, considère que c'est un scandale. Cette intervention a exacerbé les fractures israéliennes. L'opposition a dénoncé une ingérence flagrante, tandis que les partisans de Netanyahou y ont vu un soutien stratégique. Cette manœuvre, qui vise à préserver un allié essentiel pour la phase 2 du plan, risque d'envenimer les tensions internes. La complexité du dossier est encore accrue par les divisions palestiniennes et par la posture défensive de l'Iran, qui revendique une stabilité régionale que les sanctions occidentales lui refusent. Téhéran, à travers son réseau d'influence, cherche moins à faire basculer l'équilibre qu'à garantir sa propre sécurité dans un environnement qu'il perçoit comme hostile. Dans ce contexte explosif, un simple incident, une roquette tirée de Gaza ou une frappe israélienne préventive, en dépit des intentions iraniennes, précipiter la région dans un nouveau cycle de violence. Acteur désormais incontournable, l'Iran rappelle qu'aucune solution durable ne pourra faire l'économie de la reconnaissance de ses intérêts sécuritaires. Bon, il reste quelques paragraphes à lire, mais je ne vais pas vous infliger cette torture. Je vous suggère d'aller sur le site de nos amis et partenaires Réseau International. Vous y trouverez des articles magnifiques, les plus belles signatures. Il y a l'ami Pepe Escobar qui publie régulièrement ses articles sur Réseau International. Vous offrirez le luxe de terminer l'article. Il doit rester 3 ou 4 paragraphes. Ouvre ton micro, mon cher Bertrand. Oui, alors peut-être on a oublié de rappeler quelque chose depuis le début de l'émission. C'est qu'en janvier, un peu avant son investiture, Trump s'était félicité d'avoir déjà obtenu un cessez-le-feu à Gaza. Et il avait à l'époque un envoyé spécial pour Israël qui s'appelait Valtz. Assez vite, on n'a plus entendu parler puisqu'il s'est avéré qu'en fait, il travaillait plus pour Israël que pour les États-Unis et ça a été découvert. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite en mars, sans aucune raison, c'est ce que tu évoquais. Eh bien, les bombardements avaient repris à Gaza, mais d'une manière tellement vive et tellement violente que dès la première journée de bombardement, il y avait eu plus de 1500 morts, c'est-à-dire beaucoup plus que la totalité des morts du 7 octobre, en une journée de frappe, et ça visait les leaders politiques du Hamas qui n'avaient pas été tués, les leaders de la société civile, les journalistes, et on pourrait donner des tas d'exemples de journalistes, puisqu'ils en sont à 300 journalistes morts, ce qui est plus que la somme de toutes les guerres qui ont été couvertes par des journalistes depuis qu'on comptabilise, entre guillemets, les morts journalistes. Mais en mars, sous Trump, et moi, c'est le moment où j'ai arrêté complètement de porter le moins de crédit à Trump. C'était pas par rapport à la liste Epstein, c'était pas par rapport à quoi que ce soit. C'est vraiment quand, en mars, il est incapable de dire stop à cette accélération totale du génocide. Mais je note aussi qu'en mars, aucun grand pays du monde, donc ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, ni les Européens, ni les États arabes, personne n'a rien fait. Israël s'est mis à bombarder, à détruire, à envoyer des bulldozers pour détruire. Donc, on a déjà eu ce cas de figure. Donc, les gens qui disent « Non, mais il faut croire, il faut être dans un bon esprit », je pense qu'ils ont complètement oublié ce qui s'est passé en janvier. Puisqu'en janvier, Trump disait « Vous voyez, j'arrive et c'est déjà la paix à Gaza ». Mais ça n'a jamais été la paix à Gaza. Et quand tu vois ce qui se passe en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, les colonisations massives, maintenant les nouvelles taxes qu'ils inventent pour virer les communautés religieuses de Jérusalem, où on leur annonce 70 ans de taxes en retard.
etc., etc., où les gens qui vont à la messe et qui reviennent, et en fait, la serrure chez eux a changé et il y a une nouvelle famille de colons qui s'est installée. Et je parle de Jérusalem, dans les quartiers arabes, dans lesquels, en principe, il n'y a aucun juif. Mais en réalité, eux ne se sentent pas en danger. Et c'est ça qu'il faut bien dire. Les juifs israéliens ne se sentent pas en danger avec les arabes. C'est les arabes qui sont en danger avec les juifs extrémistes. C'est ça la réalité. Mais personne ne veut voir cette réalité. Personne ne se rend compte que petit 1, c'est pas une guerre, c'est un massacre. Une guerre, il faudrait qu'il y ait deux armées face Absolument. à face. Là, t'as pas d'armée. Et la deuxième chose, Trump se vante de ces accords. Et moi, je suis ravi, hein, la population palestinienne respire, mais il n'y a aucun camion qui arrive avec des vivres, contrairement à tous les accords. Pour l'instant, tout le monde regarde ce que le Hamas et, d'une certaine manière, les Palestiniens ne font pas, puisque même la Turquie dit « je vais aider à les fouiller dans les décombres pour retrouver des cadavres ». Mais la Turquie, où est-ce qu'elle est pour accélérer l'arrivée de camions humanitaires et la fin de la famine? En fait, ce qui s'est passé à Gaza, c'est exactement comme si on était dans la rue et tu avais un champion du monde de boxe poids lourd qui avait un gamin qui était sur son chemin et il décidait de le tabasser, il lui arrache un bras, il lui estropie une jambe, il lui perce un œil, etc. Et puis il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Stop, stop, arrêtez de vous battre !» et qui dit « Ah, vous voyez, grâce à moi, ils arrêtent de se battre. » Le petit gars, maintenant, il faut quand même qu'il s'écarte. Il a sali les vêtements du gros. Et il faut que ses parents indemnisent le gros mec musclé. Mais dans quelle société civilisée ça se passe comme ça? Dans une société civilisée, quelle qu'elle soit, le gros mec, il y a 10 personnes qui lui sautent dessus pour le mettre au sol, pour lui faire une clé de bras, et il finit en garde à vue, en prison, comparution immédiate, et éventuellement, dans une société normale, peine de mort pour avoir fait ça. Mais nous, il faut que le mec qui a fait ça, c'est tellement génial qu'il ait accepté d'arrêter le combat que, en fait, comme tu l'as si bien dit, tous ces crimes sont effacés, etc., etc. Enfin, on rentre dans un délire incroyable. Le chiffre minimum des morts, c'est 70 000. Mais tout à l'heure, dans la période où il n'y avait eu plus d'Internet, je rappelais qu'il va y avoir des charniers, y compris des charniers d'ambulance, enterrés avec les ambulanciers. Et on a trouvé dans des charniers comme ça, et tout ça, ça a été documenté par les médias internationaux, hein, des ambulanciers qui avaient leur téléphone, qui avaient enregistré et qui ont été enterrés avec leur téléphone, qui avaient enregistré que toute sirène allumée, il s'était fait tirer dessus. Mais moi je ne réussis pas à comprendre comment les gens se félicitent aujourd'hui que tout va bien, qu'il y a des crêperies à Gaza, qu'il y a des machins, quand tout ça s'est passé et qu'on n'a pas encore pu aller au bout de ces enquêtes pour démontrer que ce ne sont pas des coïncidences, c'est une manière de vivre avec des personnes qui ne pensent pas comme elles, qui n'ont pas les mêmes religions qu'elles et qui sont sur leur chemin. Mais toutes les études biologiques, hein, généalogiques, comme tu veux, disent que les Palestiniens sont les vrais habitants de cette région. Netanyahou, ses ancêtres, ils viennent d'Europe de l'Est, comme 90% du gouvernement israélien actuel. Ils n'ont quasiment aucune racine ou alors des traces très vagues sur le territoire d'Israël. Donc c'est quoi cette légende du grand Israël? Moi j'aimerais qu'on m'explique calmement. Oui. Il faudrait démonter tous ces mensonges les uns après les autres. Et mais on le fait pas. On y passerait une vie. En tout cas, il y a une chose qui est insupportable, que ce soit dans notre pays ou même aux États-Unis. Soutenir le génocide semble parfaitement légal,
parfaitement admis, mais le dénoncer fait de vous un soutien des terroristes et un antisémite. Non, mais sachant que on découvre que les personnes qui soutiennent, non seulement c'est acceptable, mais ils sont favorisés par les algorithmes et ils sont payés par la Hasbara. J'entendais récemment le patron de Radio Courtoisie qui racontait qu'on lui aurait proposé 10 millions, donc un milliardaire juif français, 10 millions pour acheter son média. Et il précisait bien lui-même, à l'UPR avec Assino, que c'était un milliardaire juif connu pour des positions très extrêmes sur ces questions. Et tu vois ce que ça veut dire, et Candace Owens dit exactement la même chose, et on sait quelque chose puisqu'elle a bossé avec Shapiro. Tucker Carlson le dit également hyper clairement. Dans l'entretien que Tucker Carlson avait il y a quelques jours avec le congressman Massey expliquait que quand il discute entre congressman et qu'il y a une question sur laquelle celui avec qui il parle est un peu perdu, il lui dit « Attends, je vais appeler mes EPAC ». Sous-entendu, mes consultants, mes assurances tout risque. Je ne veux pas prendre de risque sur cette question. Et c'est ce que j'essaie d'évoquer en parlant de l'Algérie, de l'Argentine, du Venezuela, du Mexique, etc. C'est que même sur ces questions, qui semblent très très loin de préoccupations sionistes, en fait, Israël a son mot à dire. Je voyais une vidéo il y a quelque temps sur l'origine, l'exploitation et l'industrialisation de l'esclavage dans le monde au fil de l'histoire. Mais j'invite les personnes qui nous regardent à faire le travail parce que j'ai juste survolé ça, si tu veux. Je ne suis pas rentré suffisamment dans le détail pour pouvoir en parler sans risquer de dire des bêtises. Mais c'est fascinant. Fascinant, même dans les pays arabes, mais même à l'époque de Charlemagne, même en Italie, etc. À toutes les époques, les autorisations du commerce d'esclaves étaient toujours, ou quasiment toujours, dans les mêmes mains, comme une industrie. Donc avant l'usure, il y a eu l'esclavage, c'est-à-dire l'usure des humains, puis l'usure des humains par l'argent, et là on arrive avec l'usure des humains par l'algorithme, par la censure, et j'en sais quelque chose, à un point complètement délirant. C'est-à-dire, parler de ces sujets-là, c'est extrêmement dangereux, alors que c'est sain. C'est humain de s'interroger sur ce genre d'accumulation. Tu as un congressman américain très très sioniste qui dit « Il est temps que ça change ». Ça fait 2000 ans qu'on est renvoyé de partout où on va. C'est à notre tour de renvoyer les gens qui sont sur notre chemin. Mais tu vois, cette manière d'inverser la manière de se poser des questions. Tu vois, d'autres personnes, face à cette phrase, se poseraient des questions. Tu vois, c'est quelqu'un qui a tout le temps les mêmes problèmes. Est-ce que c'est les autres la source du problème ou lui? Tu vois, mais c'est cette manière d'être tout le temps la victime depuis la Shoah, et qui fait qu'en fait les raisonnements sont complètement biaisés. Et c'est gravissime. C'est-à-dire qu'on ne sait plus bien raisonner. On ne sait plus bien raisonner par rapport à notre santé. On ne sait plus bien raisonner par rapport au genre des enfants, à leur éducation, à l'autorité parentale. On ne sait plus bien raisonner par rapport à un génocide. Les gens n'osent pas dire que c'est un génocide. Mais dans quelle réalité ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas un génocide? Dans quelle réalité? Quand tu vois les images de Gaza, quand tu vois la famine à Gaza, quand tu vois le nombre d'amputés à Gaza, ça fait 2 ans qu'ils doivent amputer les gens sans même pouvoir les anesthésier, soi-disant parce que les anesthésies pourraient servir au Hamas à faire des fléchettes empoisonnées contre les soldats israéliens. Non mais... Moi, je dis depuis longtemps qu'Israël est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Parce qu'on retrouve là... C'est Orange Mécanique. Voilà, c'est un monde inversé, où le bien devient le mal, et le mal devient le bien, le mensonge devient vérité.
Israël n'est pas un État. Israël est une organisation mafieuse, une organisation criminelle qui ne respecte rien, qui ne respecte ni le droit international, ni les règles minimales d'humanité. C'est pour ça que je dis, un État suprémaciste et génocidaire n'a pas sa place dans l'humanité. Et bientôt, ce que tu es en train de dire, qui est pourtant une analyse géopolitique fondée sur des faits, puisque tu rappelais les résolutions de l'ONU, tu rappelais toutes ces choses-là, pourrait bien rapidement être interdit en France. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'interdiction de critiquer l'État d'Israël. État qui, comme tu le dis, que la loi ne... Ouais. Caroline Yadan a déclaré aujourd'hui sur X qu'elle va profiter de ce moment de crise politique pour essayer de rendre illégal les mots du Jourdain, du fleuve jusqu'à la mer. On ne pourra plus dire la Palestine du fleuve jusqu'à la mer. Ce sera considéré comme un délit. Ouais. Donc ces gens décident qui envahit la Syrie, qui bombardent le Liban, qui bombardent l'Iran, c'est normal. Il ne faut pas lire non plus, en fait. Les gens veulent décider à notre place ce que nous pouvons penser. Et Einthoven est un peu dans la même logique. Hein. J'ai lu un de ses posts sur Twitter aujourd'hui où il dit il va falloir que nous rétablissions la vérité. Il n'y a pas de génocide. Nous mettrons le temps qu'il faudra pour faire connaître cette vérité au monde, mais le monde devra reconnaître qu'il n'y a pas eu de génocide. On est des milliards de témoins. On est des milliards à avoir vu des images terribles. Hier soir, je voulais diffuser des images que j'ai reçues qui étaient absolument insoutenables. L'état dans lequel les cadavres palestiniens se trouvent, avec des cordes autour du cou, avec les membres, les reins enlevés. Des traces de torture, enfin c'est innommable. Je n'ai pas osé le faire, mais je crois qu'à un moment ou à un autre, il faudra le faire pour que les gens mesurent la bestialité, la cruauté de ce régime fasciste, nazi, parce que même les nazis, je ne suis pas sûr, mais on peut pas poser de questions sur le sujet, donc je ne vais pas poser de questions. Mais de mémoire d'homme, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu autant d'atrocités, autant de bestialité, autant de fanatisme. On frôle la folie. On n'a pas affaire à des gens normaux, des gens qui violent des femmes et des enfants et des hommes en prison, un pays qui se prétend démocratique et moral se comporte comme il n'y a pas une dictature au monde qui ait été capable de commettre ce que commet Israël. Je vais te donner 2 exemples. Petit 1, ils utilisaient des drones qui avaient comme son des cris d'enfants. Et les gens qui sortaient se faisaient tirer dessus. Donc le drone mimait un enfant qui pleure, en fait. Mais tu te rappelles cet épisode sur l'hôpital, je ne sais plus quel hôpital, où petit 1, il y a un drone qui explose, les secouristes et les journalistes arrivent, 20 morts. Parce qu'il y a eu 2 tirs de char exactement au même moment. Et ça s'appelle la technique du double shot. C'est-à-dire, ils font une cible facilement accessible, symbolique. Ils savent que les journalistes vont venir, et là c'était les journalistes de Reuters, d'Al Jazeera, etc. Il y a eu 7 journalistes qui ont été tués en une frappe. Et les secouristes, etc. Il y a des médecins dans les prisons qui ne sont pas libérés. Il y a Barghouti qui n'est pas libéré. Et personne ne sait pourquoi il a été condamné. Tout à l'heure, t'expliquais dans la liste des horreurs, mais tu ne disais pas que les gens peuvent être pris comme ça dans la rue, sans raison, présentés à un juge quelques jours après,
qui leur dit vous allez rester 6 mois. Ils disent pourquoi? Vous n'avez pas à le savoir et ça peut durer 1 an. Des gens comme ça qui ne savent pas pourquoi ils y sont, ils n'ont pas eu accès à un avocat ni rien. La Croix-Rouge, elle en a compté 3600 des gens de Cisjordanie, dont plus de 100 ont moins de 15 ans. Non mais, et les parents souvent ne savent même pas dans quel état de santé sont les enfants parce qu'ils n'ont le droit d'accéder à personne, à rien du tout. Guantanamo, dont on a beaucoup parlé, tu veux pas et c'est répondre pas à sûr. tu veux pas répondre à un de tes détracteurs là? Non. Regarde. Scholler en Alaska, Moscou en vacances. J'ai rien à répondre. Si tu veux, c'est déjà il y a qu'à regarder le nom qu'il utilise. Tu vois, mais que veux-tu répondre à des gens comme ça? Moi, je suis assez agacé par le fait qu'on manque de respect aux gens que je reçois et que j'invite dans mon émission. Je suis prêt à tout accepter, les critiques, mais pas la calomnie, pas l'insulte. Alors, Frankenstein, depuis le début de l'émission, visiblement, tu fais une fixette sur Bertrand Scholler. Tu ne trouves rien d'autre à dire que de le calomnier. Sois gentil, fais un effort. Si tu veux rester dans le chat, essaye d'avoir un comportement correct, acceptable, supportable par nous tous. Merci. Tu es très patient parce que moi, je l'aurais viré direct sans. Oui, je suis patient et pardonneur jusqu'à un certain point. Les gens qui ont ce nom-là, tu sais, ça dit tout. Non, mais bon. je suis moi-même victime d'un ou deux détracteurs. En l'occurrence, le jeune de Panamza, Hicham Hamza, qui, il y a une dizaine d'années, avait fait un excellent travail sur le Bataclan et même le camion fou de Nice, là, sur la promenade des Anglais. Je lisais son site, Panamza, que je considérais intéressant, bien documenté, et j'ai longtemps cru que c'était un journaliste. Et je découvre avec tristesse que Hicham Hamza a oublié ce que c'est que d'être journaliste. Et la première condition pour l'être, c'est de dire la vérité. Mais dans son cas, il n'en est plus là, parce qu'il est en train d'inventer des mensonges sur le dos des uns et des autres. Alors il est aigri parce que il me reproche d'avoir reçu Alain Soral sur la chaîne. C'est vrai que je ne l'ai jamais invité, mais il est tellement orgueilleux et tellement imbu de lui-même qu'il est devenu son propre ennemi. Plus personne n'a envie de discuter avec lui parce qu'il se prend pour le nombril du monde et à lui tout seul, il symboliserait la résistance. Et il passe plus de temps à tirer dans le dos des résistants qu'à combattre nos ennemis communs. Alors je pense que il s'est démasqué tout seul et je le regrette parce que c'est quelqu'un que j'ai soutenu et qui a utilisé mon soutien pendant des années. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui est un peu comme ça aux États-Unis qui s'appelle Nick Fuentes, qui bizarrement a vrillé aussi, s'est mis à attaquer Candace Owens, Tucker Carlson, etc., beaucoup plus vivement que Shapiro ou d'autres. Donc, est-ce que le fait que Charlie Kirk ait été tué lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il devienne plus compatible avec ceux qui ont la gâchette ou pas? Je ne sais pas. Oui. Bon, mais en tout cas, c'est regrettable. On a quelques spécimens comme ça, hein, qui passent bien plus de temps à dépenser leur énergie à essayer de salir la résistance qu'à combattre nos ennemis communs. Alors, je le dis à Hicham Hamza, tu es un petit con que j'aimais bien,
mais tu restes un petit con et tu le démontres aujourd'hui en inventant des mensonges sur le dos des uns et des autres. Tu prétends que je serais sioniste, je serais un sioniste qui se cache, mais est-ce que tu as pensé un instant que je suis présent sur les réseaux sociaux depuis plus d'une quinzaine d'années et qu'il est très facile aux internautes d'aller vérifier ce que je dis et ce que j'écris depuis 15 ans. Et ce que je dis et ce que j'écris depuis 15 ans vont démontrer que tu mens. Mais visiblement, tu n'en auras pas honte. Alors, c'est la première et la dernière fois que je parle de Hicham Hamza parce que je suis extrêmement déçu. Je fais partie de ceux qui ont soutenu financièrement Panhamza parce que je considérais qu'il était important que ce média existe. Mon assistante Nina Singer a fait la même chose. Elle a donné des centaines et des centaines d'euros à Panhamza et elle se retrouve aujourd'hui traînée dans la boue sous prétexte qu'elle est mon assistante et que elle serait sioniste au service du sionisme. Mais comment on peut être aussi abruti pour inventer des mensonges pareils? Ou alors il faut être malsain, tordu. Et je pense que c'est ton cas, Hicham Hamza. Tu es un mec tordu. Tu n'as ni foi, ni loi, et en plus, tu es fâché avec la vérité. Alors, à mes yeux, tu as perdu définitivement toute crédibilité. Tu n'es pas un journaliste. Tu es un influenceur, un fouteur de merde. Et Eric, ce Frankenstein avait raison. Il faut que j'aille manger avec mes amis, là, ça refroidit. Écoute, on est à 7 minutes de la fin. Si tu allais manger. 5 minutes. Je laisserai les 2 dernières minutes. D'accord. Mais si tu veux, il se passe des choses qui sont, à mon avis, passionnantes. Parce que les Russes et les Chinois mettent assez efficacement en œuvre la menace qui était la plus forte, qui concerne les monnaies. Et je ne sais pas si les personnes qui nous suivent vont observer, mais il y a une augmentation très très forte depuis une quinzaine de jours de l'or, mais 30%, enfin c'est considérable. Mais en fait, l'or ne monte pas, ça veut dire que les monnaies baissent. Et alors ça permet de rappeler les milliards d'or vendus par Sarkozy, mais aussi l'or pillé à la Libye, à l'Irak, etc. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que ces gesticulations de Trump et de ceux qui l'entourent, et puis ces grands moments de frayeur à la bourse, montrent que la guerre d'attrition, elle n'est pas que sur le front ukrainien. Elle va toucher maintenant quelque chose qui est bien pire, c'est le portefeuille, la valeur de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les Chinois et les Russes vont démontrer, plus vite que prévu finalement, c'est que le dollar et l'euro sont des monnaies de singe. Et peut-être que c'est pour ça que l'Europe a validé hier quelque chose qu'il cherchait à valider depuis longtemps, c'est-à-dire s'approprier les avoirs russes pour les utiliser contre la Russie. Et alors, c'est un mécanisme qui est très pervers, c'est qu'ils disent qu'en fait, ils prennent les avoirs, l'Ukraine leur emprunte, puis sur les dommages de guerre russes, l'Ukraine les remboursera, et alors il sera décidé qu'ils confisqueront réellement cet argent dans le cadre des dommages de la Russie aux pays européens qui ont dû s'attaquer à l'Ukraine. Mais donc, c'est un espèce de montage. Je ne sais pas quel est le cabinet de conseil ou d'avocat qui a inventé le truc, mais hyper retors pour éviter de dire qu'ils prennent. Donc c'est un emprunt, mais qui est cautionné par le fait que la Russie évidemment perdra et sera obligée d'indirectement rembourser l'emprunt au nom de l'Ukraine, qui est, comme tout le monde sait, qui est plus vraiment un pays, quoi. C'est quelque chose de défaillant sur la scène internationale. Et c'est triste pour les Ukrainiens. Mais à force, tu vois, dans tous ces pays-là, de délire n'importe quoi. Enfin, tu regardes Zelensky. J'ai marché là au cours des derniers jours avec des Allemands eux-mêmes, mais sont hallucinés de la baisse de niveau des gens qui les gouvernent.
Tu regardes le chancelier anglais, le chancelier allemand, enfin le Premier ministre anglais, le chancelier allemand, enfin même Mélanie, tu vois, il y avait beaucoup de gens qui avaient de l'espoir concernant Mélanie. Mais surtout, ce que je voulais dire avant qu'on finisse, c'est il y a la nouvelle star, Tony Robinson. Je ne sais pas si tu as entendu parler l'anglais, Tony Ah Robinson. oui, oui, et je sais même Il qui est le en finance. Israël en ce moment. Et Mais il ouais, a été accueilli par des médias, un média canadien qui s'appelle Rebelle. Et comme pas mal de médias, il avait été apprécié par les gens au moment du Covid, ce média. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui l'ont aimé. Et ensuite, il a changé de casquette. Et il y a plein de gens qui continuent à aimer parce que, tu vois, ils étaient des complotistes sur le vaccin. Et ils aiment bien, sauf que c'est un média ultra sioniste. Et donc, Tony Robinson était devant ce média. Donc, il est arrivé à l'aéroport en disant c'est super, etc., etc. Puis, il est allé à une projection des fameuses images du 7 octobre que personne n'a vues, mais où tout le monde dit qu'elles sont absolument abominables. Mais, et ça passe en boucle, hein, y compris chez les médias dissidents. Parce que le message de Tony Robinson, c'est exactement ce que tu évoquais tout à l'heure. Ce qu'Israël fait, c'est ce que tous les pays d'Europe vont devoir faire. Sous-entendu, on est comme Israël vis-à-vis de Gaza, qui sont nos minorités musulmanes, nos minorités indiennes, nos minorités pakistanaises, nos machins, et ils feront la même boucherie que nous, que le 7 octobre. Un jour, les banlieues vont entrer dans les villes, à Neuilly, machin, ils vont égorger les femmes et les enfants, la police pourra rien faire. Il faut absolument écouter Israël pour éviter ça. c'est ça. Et c'est très efficace. Ouais. Non, mais c'est très efficace dans la France profonde, entre guillemets. Quand tu discutes avec les gens qui votent l'ERN nouvelle version, etc., ils disent tout ça. Ce système est en train de vivre C'est pour ça que l'ERN est hyper sioniste. Ces derniers jours. Plus personne ne fait. D'ailleurs, on retrouve le même pourcentage aux États-Unis que chez nous en France. 80% de la population ne fait plus confiance au discours politique, aux politiciens et aux médias. Ça veut dire clairement quelque chose. On va changer de paradigme, de gré mais ou ils de croient camp. des discours extrémistes encore pires que Oui. les discours des médias. C'est pas rassurant, tu sais. Bon, ben nous, médias indépendants, on est là pour essayer de rétablir un peu de vérité, mon cher Bertrand. On est à 1h29 d'émission. C'est une émission qui a été un peu improvisée. Hein. Aujourd'hui, j'avais proposé à nos amis internautes un dialogue, un échange. La ligne est ouverte, mais là, ça fait 1h30 qu'on est là ensemble, donc on va devoir se quitter. On reproduira peut-être l'expérience une autre fois. Je vous rappelle que demain soir à 19h30, vous retrouvez notre ami Abdel. Alors, peut-être même un peu plus tôt, parce que Abdel, la semaine dernière, souhaitait démarrer à 18h. On s'adaptera, on verra demain. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre. Et puis, ne le ratez pas demain parce qu'il a des choses importantes à vous dire. Mon cher Bertrand, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation sur le pouce, si j'ose dire. Hein. On aura l'occasion de se revoir et de refaire des choses ensemble avec grand plaisir. Ton avis est toujours intéressant et en tout cas, en ce qui me concerne, il m'intéresse. Je te souhaite un bon appétit, une bonne soirée et je te dis à bientôt. À bientôt, Eric, à bientôt à tous. Bonsoir. Bonsoir, merci. Amis internautes, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette émission. Vous me ferez savoir dans les commentaires. Comme je vous le disais, c'était un peu improvisé. Moi, j'avais franchement très envie de dialoguer avec vous, de savoir ce que vous pensez de TVADP, de savoir si on doit changer des choses, si on doit en améliorer certaines. Je suis curieux de connaître votre avis. On aura l'occasion de s'organiser un échange comme celui-là très bientôt. N'oubliez pas que vendredi, je reçois Tariq Ramadan
pour mon plus grand plaisir, parce que vous savez que je le défends et je le soutiens depuis le début. Et Tariq va venir nous parler des derniers rebondissements de l'affaire. Excusez-moi. Qui démontre évidemment la conspiration, la machination criminelle qui s'est abattue sur lui et que Jacob Cohen et moi avons dénoncé bien avant qu'elle ne lui tombe sur la tête. Ça va nous faire du bien de remettre un peu les pendules à l'heure, parce que cet homme a quand même vécu une dizaine d'années extrêmement difficiles, où il a eu contre lui les médias mainstream et naturellement une partie de l'opinion publique. Mais même dans la résistance, des gens qui disaient « Ah non, Éric, pourquoi tu reçois Tariq Ramadan ?» Mais d'abord parce que je suis persuadé qu'il est innocent. Ensuite, je considère que c'est l'un des hommes les plus brillants de notre génération et qu'il est plus que légitime de lui donner la parole. Et en plus, le privilège suprême que nous avons, c'est que Tariq est chroniqueur régulier sur notre chaîne, ce dont je le remercie fraternellement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis je vous dis, pour ceux qui me concernent, à vendredi prochain avec Tariq Ramadan. Adios.